Bonsoir à tous. À la une de ce journal, législative et municipale 2020, le boycott prôné par le MRC agace le gouvernement. Ce parti politique est accusé d'avoir un comportement anti-institutionnel et anti-constitutionnel et anti-républicain. Ce sont les accusations formulées par le ministre de l'administration territoriale. Il fait savoir que le gouvernement sortira les muscles face aux fauteurs de troubles durant la campagne électorale et le jour du vote prévu le 9 février prochain. La conférence semestrielle des gouverneurs s'est transformée en un réquisitoire contre les partis politiques qui prônent le boycott des élections législatives et municipales, alors que la classe politique, notamment l'opposition, s'inquiète de la situation d'insécurité dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Les gouverneurs de ces deux régions rassurent que la situation s'améliore. Pourtant, 700 soldats gendarmes ont été envoyés pour renforcer la sécurité à l'approche des élections. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Le Cameroun a-t-il les équipements infrastructurels et les moyens techniques pour réussir l'organisation du CHAN 2020, compétition test avant la grande messe du football africain prévue en 2021 au Cameroun? Le gouvernement croise les doigts depuis l'arrivée du président de la Confédération africaine de football. Quels sont les enjeux de cette rencontre entre les principaux responsables de la CAF et le gouvernement? Equinox vous dit tout ce soir dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs s'est transformée en un réquisitoire contre les partis politiques qui prônent le boycott des élections législatives municipales, en l'occurrence le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale les a tensés dans ses propos liminaires. Selon Paul Atangandi, il s'agit d'un comportement anti-constitutionnel et anti-républicain. Le ministre de l'administration territoriale, dans un ton ferme, fait savoir que le gouvernement sortira les muscles face aux fauteurs de troubles durant la campagne électorale et le jour du scrutin, le 9 février 2020. Il a donné des indications claires aux gouverneurs réunis à Yaoundé à l'occasion de la conférence semestrielle de ces gouverneurs qui se tient dans la cité capitale. Des précisions avec Guy Zogo. Chacun, dans sa vie, doit choisir entre deux choses. Le choix de construire ou le choix de détruire. Sans détour, le ministre de l'administration territoriale s'en est vertement pris, en mots à peine voilés, au MRC lors de l'ouverture des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs pour l'année 2020. Boycotter une élection, c'est lutter contre le développement. Prêcher le boycott des élections, c'est afficher un comportement anticonstitutionnel et anti-républicain. Puis, il a ajouté que ceux qui prendront l'initiative de perturber ce double scrutin feront face à l'État. Ce qui est inacceptable et intolérable, c'est de dire par exemple, je n'irai pas aux élections et je ferai tout pour empêcher les autres Camerounais d'exercer leur droit de vote le jour du scrutin. Face à de tels comportements rétrogrades et obscurantistes, les muscles de l'État se mettront en branle et toute velléité de désordre venant de quiconque serait traitée avec fermeté. Poursuivant sa diatribe, il a laissé entendre que les partisans du boycott sont ultra minoritaires. Les rapports reçus ce jour des gouverneurs des régions démontrent clairement que ceux qui prônent le boycott des élections ne représentent même pas 0,0075% de l'électorat national. Selon le MINAT, les élections vont se tenir sur l'ensemble du territoire national. Les élections doivent avoir lieu sur l'ensemble du territoire national, à savoir les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements. Pour cela, il a annoncé que des dispositions spéciales sont déjà prises, notamment pour le nord-ouest et le sud-ouest. Un dispositif sécuritaire spécial et conséquent a déjà été déployé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et y restera pendant et après le double scrutin du 9 février 2020.
Décidément, sur l'offensive, Paul Atangandji a par ailleurs tensé ceux qui ne respectent pas les détenteurs du pouvoir qu'il a définis comme émanant de Dieu en citant Saint Paul dans la Bible. En définitive, le ministre de l'administration territoriale souligne qu'il est question, sur haute instruction du président de la République, pendant 2 jours avec les gouverneurs, d'examiner les mesures prises ou celles encore susceptibles de l'être pour assurer la sécurité du scrutin du 9 février prochain. 2 communications du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie et du délégué général à la Sûreté nationale étaient également au menu du premier jour de la première conférence semestrielle des gouverneurs en 2020. Quelle est la situation sécuritaire dans les 2 régions du nord-ouest et sud-ouest, 2 régions en guerre depuis près de 2 ans? Selon les gouverneurs de ces régions, la situation sécuritaire s'améliore. Les populations reviennent dans les principales villes, selon le gouverneur du sud-ouest, qui estime que les populations ont tourné le dos à ces groupes armés séparatistes qui ont vendu des rêves sur une supposée sécession qui n'est pas intervenue grâce à l'intervention du gouvernement. Pendant ce temps, dans les régions de l'extrême nord, les autorités administratives se félicitent des mesures de la prise de conscience des populations visant à collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour lutter contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Cameroun. Ces gouverneurs ont fait le point sur la situation sécuritaire et administrative dans leur région. C'était au micro de nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo. En marge de la première conférence semestrielle des gouverneurs, la situation dans les régions est évoquée par les patrons de celle-ci. Dans le sud-ouest, Bernard Okalia-Bilay affirme que l'on enregistre un mouvement de retour des populations. Les populations qui avaient déserté les localités, leurs villages sont en train de rentrer parce qu'elles ont pris conscience d'un certain nombre de faits qui étaient en leur défaveur. Elles ont notamment compris que tout ce que les leaders sécessionnistes et les terroristes sur le terrain leur disaient n'était pas pour construire leur avenir. De la sorte, ils se montrent optimistes pour la tenue des scrutins du 9 février prochain. Nous préparons donc les événements annoncés avec le soutien de ces populations. Nous allons surmonter les petits derniers écueils qui sont là, notamment ceux des irrédentistes qui continuent à vouloir traumatiser les populations. Actuellement, c'est les populations constituées en comité de vigilance qui aident les forces de sécurité à traquer cela. Quant à l'extrême nord, des explications sont données à propos de l'explosion d'une grenade récemment. Il y a eu certes un incident dernièrement dans la manipulation d'une grenade. Donc il n'est nullement question d'une attaque kamikaze. Il y en a eu déjà 2 à Fotokol et à Djibrili. Donc c'est des enfants dans la recherche du bois de chauffe sont retrouvés en face d'une grenade. Et dans leur manipulation, il y a eu cet incident. Une opération de nettoyage est annoncée pour plus de sécurité. Donc une opération de ratissage verra le jour dans les prochains jours pour assainir ces zones d'agriculture et d'élevage pour permettre aux populations qui regagnent leur terroir de renouer avec les activités d'antan. Enfin, dans la région de l'Est, le gouverneur affirme qu'une nette amélioration de la situation sécuritaire est observée. Tout est calme à notre frontière avec le Congo-Brazzaville, avec au niveau de la frontière avec la République centrafricaine. Les choses se sont beaucoup améliorées ces derniers temps. D'abord parce que, en fait, en Centrafrique même, la situation s'améliore, mais également parce que nos forces de défense, nos forces de sécurité, nos comités de vigilance sont devenus plus efficaces. Des signaux perçus par le ministre de l'administration territoriale comme reconfortant à quelques encablures du double scrutin de cette année. L'optimisme de ces gouverneurs des régions anglophones est loin d'être partagé dans la classe politique. Le SDF s'insurge contre des attaques ciblées
qui sont dirigés vers ces militants engagés dans les élections législatives et municipales, notamment dans le nord-ouest, selon le SDF, l'indifférence de l'autorité administrative et l'attitude des militants du RDPC laisse entrevoir une connivence visant à frustrer des militants du SDF engagés dans ces compétitions électorales pour favoriser le RDPC durant les élections législatives et municipales. Pendant ce temps, le MRC et d'autres formations politiques n'y croient pas en les élections dans ces deux régions du nord-ouest et sud-ouest. Le renforcement du dispositif sécuritaire peine à les convaincre. Pourtant, le RDPC salue les mesures présidentielles et gouvernementales prises jusqu'ici pour garantir le droit de vote des populations installées dans ces deux régions du Cameroun. La classe politique réagit dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. À moins de 2 semaines du lancement de la campagne législative et municipale, des populations du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que des acteurs politiques de l'opposition, ne cessent de manifester leur incertitude quant à la tenue du double scrutin. Pour l'heure, ce sont des militants du Social Democratic Front qui subissent des menaces dans les régions en crise. Qu'est-ce qui peut justifier que ce sont seulement, n'est-ce pas, les militants et les candidats du SDF qui soient pourchassés, qui soient intimidés? À qui profite le crime? Je réponds rapidement. 1. Aux bandes armées qui profitent, n'est-ce pas, pour faire des rançons de ce côté-là. Ensuite, n'est-ce pas, les séparatistes qui ont clairement indiqué leur penchant pour la sécession. Et de 3, ceux qui ont intérêt que le SDF ne participe pas pour rafler la mise. Et ceux-là sont connus, c'est le RDPC. Des domiciles incendiés et des militants du Social Democratic Front enlevés, au RDPC, l'on estime que trop de familiarité entre le Social Democratic Front et des fauteurs de troubles dans ces régions en crise engendre le mépris. J'ai de mal à suivre Jean-Robert Wafo. Il s'interroge de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas les militants de RDPC qu'on arrête. Très bien, ça se pourrait également parce que les militants de RDPC dès la première ont condamné ce mouvement de viande. Mais ça se pourrait également qu'on se déverse sur les gens du SDF, ce que je ne pourrais pas également envisager. Mais quand on est entre petits copains d'hier, à partir du moment où on commence à prendre des écarts, également les petits copains d'hier également sont en mesure de vous entraver pour pouvoir dire on a commencé une course commune, on l'a fini de manière en commun. Il faut condamner. Que se cache-t-il dans cette série d'enlèvements des personnalités et cadres des formations politiques de l'opposition? À cette question, l'un des analystes politiques et avocats au barreau du Cameroun pense que cela peut être des coups montés, des personnes non identifiées qui n'auraient rien à voir avec des sécessionnistes. Les noms de ces personnes iront aux élections, ils seront élus, et même s'ils sont en captivité, ils seront quand même députés, maires ou conseillers municipaux. Dans la vidéo où on présente des gens à tout bas qui ont été enlevés, on ne voit aucun embargo et on voit seulement les captifs. Et on entend des voix en fond sonore. Alors, certains se demandent, est-ce que ce ne sont pas d'autres personnes qui se passent pour les ambabouettes qui ont enlevé? Et là, je suis vraiment tenté de pencher un peu du côté de M. Wafo. Suite à ces différends, le chef de l'État a rassuré de la tenue du double scrutin de février prochain en envoyant des contingents des forces de défense dans les deux régions en crise. Une action qui ne rassure pas selon le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je me pose la question de savoir, dans ce genre de circonstances, après avoir voté, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens qui sont allés voter contre le mot d'ordre des forces sécessionnistes vont avoir la quiétude, vont vivre normalement? Nous savons très bien que, à partir de ce que nous avons vu lors de l'élection présidentielle de 2018, que pratiquement 95% de la population électorale du nord-ouest et du sud-ouest n'a pas participé à l'élection. La menace sur la sécurité qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, à moins de 2 semaines du lancement de la campagne électorale du 9 février prochain, ne semble pas rassurer les candidats et les électeurs. Toujours dans ce chapitre politique, le conseiller du président national du MRC a tenu à démonter ces projets de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire concernant l'accélération de la décentralisation et ces fameux concepts d'autochtones et halogènes. Albert Zangan rappelle que ces concepts ont été introduits dans la constitution du Cameroun lorsqu'il était encore à l'Assemblée nationale lors de la 5e législature. Il évoque les manœuvres qui ont été orchestrées pour maintenir ces concepts qui, selon lui, ne servent pas la construction d'une nation camerounaise. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Je vous propose de l'écouter. Mon premier amendement portait sur ces notions d'autochtones halogènes.
Et cette notion d'autochtone allogène est née à la tripartite. Et derrière cette notion d'autochtone allogène se cache la notion de Douala. Les autres ne sont même pas concernés parce qu'elle a été portée par Sopo Priso et Pokosi Ndombe comme une cause sans laquelle rien ne peut se faire si on ne dit pas qu'on doit protéger la minorité. Et protéger la minorité dans leur tête, c'était faire en sorte qu'un non-autochtone ne gère rien ici. Ils ont même poussé jusqu'à dire que tous les proviseurs à Douala doivent être des Douala. C'était penser qu'il y a des faibles qui, par leur mérite personnel, ne peuvent pas accéder à certaines fonctions et qu'il faille les protéger. Et que c'est un danger si, à la place d'un fort, on prend un faible juste parce que le faible est né là où le fort n'est pas né. Je disais que c'était un danger pour notre développement et que le vivre ensemble commandait que les forts travaillent pour nourrir les faibles, mais pas qu'on mette les faibles à empêcher les forts de travailler. Nous sommes allés à l'arbitrage du chef de l'État. Je crois que dans un premier temps, il m'a donné raison. Mais la pression était très forte. Et le professeur Owana est venu me réveiller à mon hôtel une nuit pour me dire, bon, on va mettre tout le monde d'accord. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire, prof? Il dit, on va mettre cet article, on va mettre ça dans le préambule. L'État protège la minorité et puis les intérêts des populations autochtones. Mais Albert, sois tranquille, on va bloquer ça. Je dis, comment, prof? Il dit, on va dire conformément à la loi. Quel est le risque qu'encourt la minorité et quel est le danger que représente la majorité? Cette loi n'existe pas parce qu'on ne vous dira pas. Allez lire la Constitution. C'est marqué conformément à la loi. Ça veut dire que c'est une loi qui viendra définir comment cela s'opère. Et la loi ne viendra jamais. Parce qu'aucune loi ne peut se faire sans l'énoncé de motif. L'énoncé de motif est cet avertissement qui dit nous avons fait cette loi parce que désormais on ne veut plus que telle chose se passe comme ça se passait. Nous avons fait cette loi parce qu'on a peur que si on ne fait pas la loi, d'ici demain telle chose va se passer. Mais on ne peut pas. On ne peut pas exactement vous dire, par exemple à Douala, quel est le risque que court un Douala qu'un Bassa soit maire. Donc c'est un jeu qui est tout simplement un jeu qui profite à ceux qui pensent que grâce à cela. Cet ancien député RDPC a fait des révélations sur les mécanismes de corruption au sein de l'Assemblée nationale, là où presque aucune proposition de loi émanant des députés n'a été ni examinée ni adoptée durant les différentes législatures. Il s'appuie sur le cas de l'adoption de la loi de la Constitution camerounaise pour montrer comment le gouvernement et l'exécutif, durant ces années-là, avaient corrompu les députés, selon Albert Zongan. Je vous invite à le suivre à nouveau. Comme ce n'est que un préambule, on verra quand la loi viendra, comment on va éditer cette loi. Mais le gouvernement, conscient que c'était grave, a payé les députés. Chaque député a reçu à l'occasion 1 million, sauf moi. Sauf moi, pourquoi? Parce que quand je rentre du village et je m'arrête chez le vice-président Kenyé, je m'aperçois que tous les députés de l'Ouest étaient chez lui réunis, ils avaient un lot d'argent sur la table. Et je dis, mais ça c'est quoi ça? Il me dit qu'ils font la tontine. Mais Madame Conchou me rattrape dehors pour me dire qu'on est comme ça en train de nous donner l'argent, que c'est pour voter. Ah, je dis, tiens. Il dit, mais ça c'est pour l'Ouest. Pour toi, doit être dans le littoral. Je cours donc voir Tobo. Je dis, j'ai appris qu'on donne l'argent. Il dit, non, moi je suis au courant de rien. Et moi je vais donc voir Dongo Essomba, le président du groupe. Je dis, mais Monsieur le Président, il semble qu'on donne l'argent pour voter la Constitution. Il me dit, assois-toi, on boit un coup. Je m'assois, il sort le chivas, on boit une consommation chacun. Il me dit, Albert, tu sais. Je dis non. Il dit, on a dit qu'on ne te donne pas. Parce que si on te donne, tu vas dire. On ne te donne pas, tu vas dire. Donc tu vas dire sans qu'on te donne. Et qu'on ne vous trompe pas, les députés au Cameroun, c'est des gens dont les conditions ont changé en leur faveur personnelle. Même les députés du RDPC n'ont jamais changé une seule virgule
sur une loi, sur un projet de loi qui leur a été soumis. Le bouchon est poussé jusqu'au point où la loi exige que la loi de finances soit adressée aux députés un mois avant. Pourquoi? Le budget contient des analyses que ne peuvent faire que des professionnels. Dans le reste de l'actualité, une épidémie de variole se profile selon des autorités sanitaires. Un décès a été confirmé dans le district de santé d'Ayos, situé dans la région sanitaire du centre. C'est du moins ce que révèle le délégué régional de la santé publique dans la région de l'Est. Plusieurs cas de variole du singe sont déjà identifiés. Face à cette situation, une veille sanitaire a été déclenchée dans tous les districts de santé situés dans la région de l'Est. Cette maladie se manifeste par une fièvre, une éruption cutanée pustuleuse généralisée et des difficultés respiratoires. Les jeunes enfants sont les plus vulnérables selon les autorités sanitaires. Après l'annonce de la gratuité de la prise en charge médicale des Camerounais atteints du VIH-Sida, les États-Unis d'Amérique manifestent leur soutien au Cameroun à travers l'octroi d'une aide au programme de lutte contre le VIH-Sida. Selon l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, l'aide américaine a triplé cette année 2020. Les États-Unis comptent octroyer au Cameroun 5,7 milliards de francs CFA. Ce soutien s'effectuera par un plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida, un programme mis en place par l'ancien président George W. Bush. Ce programme fournira au Cameroun les traitements antirétroviraux, le dépistage du VIH et d'autres soins spécifiques. Après le grand reportage d'Equinox TV mettant en lumière la dégradation criarde des routes en Colmécène et l'exaspération des populations, le gouvernement vient d'annoncer que les travaux de réhabilitation doivent débuter d'ici juin 2020. En attendant, des stratégies pour arroser la route et réduire l'impact de la poussière sont annoncées par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui est descendu sur les lieux afin de toucher du doigt et tenter de rassurer les populations en colère depuis de nombreux mois. Reportage, Marcelin Gransop. En descendant à Colmécène, un an après sa première visite dans ce quartier populeux de la capitale, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain était porteuse d'une bonne nouvelle, celle de la réhabilitation imminente de cette route qui fait tant parler d'elle. Véritable ouf de soulagement pour les populations qui doivent encore patienter quelques mois. Les Camerounais ne sont pas très patients. J'ai entendu il y a une semaine, on disait Madame le ministre était descendu, où est la route? Mais quand on descend aujourd'hui, si on lance la route demain, vous-même vous serez d'accord? Pour faire une route, il faut faire les études. Il y a des gens qui sont impactés. Il faut mettre tout en place pour les indemniser. Donc nous sommes dans ce processus-là parce que ça sera l'une des plus belles routes. Ouf également pour les autorités municipales et traditionnelles de Yaoundé 5. Elles qui avaient jusqu'ici perdu la voie devant l'impatience des populations de voir enfin la route passer. Pour les populations de Colmécène, c'est une grande joie. Vous savez, nous souffrons depuis des années et ce nouveau bébé, nous l'attendons depuis. Et nous avons vraiment envie de le voir. Pour cela que les populations de Colmécène, par ma voix, nous disons merci au chef de l'État qui en ce moment a pensé à nous. Très heureux pour nos populations qui vont arrêter de souffrir pour les problèmes des routes. Très heureux également parce que tous les chefs qui sont sur cette route n'auront plus à répondre au quotidien de pourquoi cette route n'est pas en train d'être faite. Quand on veut un beau bébé, c'est pas en un jour qu'on le conçoit, c'est pas le même jour qu'on conçoit le bébé qu'il naît. Quand quelque chose doit être bien fait, ça prend du temps. C'est une route hautement stratégique qui dessert plusieurs quartiers de la capitale et même la ville universitaire de Soa, en passant par le lieu dit Tradex Éleveur. En attendant le début des travaux au mois de juin, il reste à résoudre l'épineuse équation des nuages de poussière qui rendent la vie difficile aux populations par ces temps où la saison sèche bat son plein dans la capitale. Tous les jours, nous sommes obligés d'arroser pour éviter la grippe et d'autres maladies. Vraiment, notre président a dit qu'on l'aide. Depuis, nous l'aidons, mais ça ne va pas. Tout le tronçon de Colmécène jusqu'au dernier poteau, c'est inondé de poussière. Nous appelons aussi donc le gouvernement de venir à notre aide. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et la communauté urbaine de Yaoundé ont accédé aux doléances des populations. Nous allons commencer l'arrosage aujourd'hui. Donc, on va
arroser jusqu'au début de la route. Mais ça n'exclut pas la mise en place, Majesté, du comité d'hygiène. Ça veut dire que vous allez vous organiser à arroser avec les jeunes de Kolmesen, organisés en comité d'hygiène et salubrité. Les indemnisations devraient être bouclées au mois de mars pour que les travaux commencent effectivement au plus tard, en juin prochain. Célestine Ketia-Cortez a mis à profit cette descente sur le terrain pour toucher également du doigt le niveau d'avancement de certains travaux indispensables à la mobilité urbaine des populations de la capitale. Les tronçons Carrefour Lissouk Mokolo, Carrefour Kameni, entrée du lycée de Biemassi, Carrefour Cornier, Carrefour Anguissa sont quelques-uns de ces projets en cours d'exécution ou en voie de l'être. Des chantiers d'urgence qui visent à redorer le blason de certaines voiries dont la forte dégradation est source de plusieurs difficultés dans la capitale. Tous les regards sont tournés vers le ministère des Sports à Yaoundé où se tient une rencontre décisive pour le Cameroun, pays organisateur du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Au regard de l'état des équipements infrastructurels et des moyens techniques, le gouvernement espère un carton vert pour l'organisation de ces deux compétitions africaines. Mais l'on connaît l'exigence de la Confédération africaine de football concernant les standards internationaux pour ces deux compétitions prestigieuses sur le continent africain. Une réunion à huis clos où nos reporters, Rodin Gassi et Axiril, ont tenté d'avoir des informations de première main. Je vous propose de suivre ce reportage. L'arrivée de Anthony Bafoué au ministère des Sports et de l'Éducation physique, aux côtés des autorités camerounaises, au premier rang desquelles le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football, tient une réunion dans la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je vous ai donc infiniment gré de votre présence ici. Nous savons que nous avons la bénédiction de monsieur le président Ahmad, avec qui j'ai eu une entrevue tout à l'heure, bien conviviale, bien fructueuse, et qui nous a permis de camper l'esprit et la lettre de la présence de l'importance et très distinguée délégation de la CAF dans notre pays. L'objet de la présente séance de travail rentre dans la dynamique de l'imprégnation, d'une meilleure imprégnation pour une bonne préparation en vue d'une organisation optimale. Il est question de plancher sur l'organisation d'abord du CHAN 2020, ensuite de la CAN 2021. C'est une réunion stratégique, une réunion restreinte, mais la réunion se tient quelques heures après l'arrivée au Cameroun de la délégation de la Confédération africaine de football. Ahmad himself, le président de la CAF, était à la tête de la délégation qui a atterri cette mi-journée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Aujourd'hui, c'est une visite de travail avec différentes parties prenantes du football, des représentants des parties prenantes du football africain qui sont là pour discuter, pour prendre des décisions sur notre compétition, la CAN 2021. La venue du CHAN 2020 et de la CAN 2021 au Cameroun se joue avec l'arrivée de la délégation de la Confédération africaine de football. Il est question de plancher sur l'organisation notamment du CHAN au cours de la réunion qui se tient au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pour ce qui est de la CAN 2021, ce n'est pas encore la grande assurance. Il y a encore du travail à faire en ce qui concerne notamment les principaux chantiers, et notamment le stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé. En attendant les grandes décisions qui sortiront du conclave qui se tient en ce moment même au ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais la suite de la visite est tout aussi importante. On annonce dans la foulée une grande soirée de gala au Yaoundé Hilton Hotel, soirée au cours de laquelle seront révélés les visuels du CHAN 2020. En direct du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Les muscles de l'État seront en branle le 9 février 2020. Le ministre Paula Tangandi s'adresse ainsi à ceux qui comptent perturber le processus électoral, notamment la campagne électorale et le jour du vote, le 9 février prochain. Le ministre de l'administration territoriale est allé encore plus loin, estimant que les partis politiques qui boycottent ces élections affichent un comportement anti-républicain et anti-constitutionnel. Ils sont même un frein au développement du Cameroun. Ainsi s'est exprimé le ministre Paula Tangandi. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.